Bonjour et bienvenue à cette deuxième conférence dans le cadre de la série des 4 conférences gratuites Participons à un monde meilleur. Donc, lors de la première conférence, il avait été question des 5 grandes lois de l'évolution de la conscience qui nous avaient permis donc de peut-être mieux comprendre ce qui était le problème, la difficulté que l'être humain avait à parcourir pour favoriser donc le changement de sa propre conscience. Et évidemment, il s'agit de nous tous individuellement, de quelle façon qu'on peut changer notre façon de concevoir la société dans laquelle nous vivons afin de participer individuellement, chacun d'entre nous, par des petits pas, des petits gestes, de favoriser ce changement-là de la conscience en chacun de nous, dans notre monde intérieur, mais aussi de chercher à le transposer vers le monde extérieur en assumant cette volonté que nous avons d'effectuer une transformation. Alors aujourd'hui, la deuxième conférence, c'est vers un retour, vers une économie de cœur plutôt. Et cette conférence-là, évidemment, est une conférence qui est la suite, en fin de compte, de la première conférence. On va chercher à approfondir des données concernant cette vision du monde que nous avons créée tous ensemble, plus particulièrement donc aujourd'hui sur le milieu de l'économie. Et évidemment, je me présente de nouveau pour ceux qui ne me connaissent pas, c'est Sylvain Bélanger. Je pratique les thérapies intuitives depuis plus de 25 années. Je suis également un enseignant depuis plus de 15 ans. J'ai également écrit quelques ouvrages dans le domaine de l'intuition. Et cette deuxième conférence-là a pour objectif donc de finalement approfondir ce que nous avons vu dans la première conférence et d'amener une réflexion. Évidemment, je ne suis pas un expert en économie, je ne suis pas un expert de cette vision de mon meilleur, mais par la réflexion que j'ai à travers les années, par la volonté que j'avais aussi de partager des réflexions avec vous, c'est ça qui m'a amené donc tout doucement à vous proposer cette série de 4 conférences-là et évidemment celle-ci sur l'économie. Donc la première chose dont j'aimerais peut-être vous parler concernant cette vision de l'économie que je vais vous proposer, la première c'est de nous rappeler finalement quel est le sens de l'existence. Si on revient aux besoins fondamentaux de Maslow par exemple, qui a donc développé, lui, avait identifié donc une série de besoins fondamentaux chez l'être humain et il avait développé une certaine forme de hiérarchie. C'est-à-dire qu'il avait reconnu que les besoins de base fondamentaux chez tout être humain, c'était les besoins physiologiques. Évidemment, c'était de se nourrir, c'était de boire de l'eau, c'était d'avoir un endroit pour habiter, d'avoir des vêtements, etc. Donc, des besoins fondamentaux qui sont associés donc à la physiologie du corps, qui nécessitent une réalité. Comme nous, quand on est en hiver au Québec, par exemple, ou au Canada, ben, on est confronté à devoir évidemment avoir un endroit pour vivre et avoir des vêtements chauds, etc. Bien se nourrir, donc tout ça, c'est les besoins physiologiques de base. Alors, ces besoins physiologiques de base-là, bien évidemment, tous les êtres humains ont ces besoins physiologiques de base, sont essentiels, ils sont donc étroitement reliés à une qualité de vie minimale, c'est-à-dire qu'on est vraiment dans le basique, le basique du basique, où on se dit, ben voilà, je suis capable de survivre, je suis capable de vivre en tenant compte de cette réalité que sont mes besoins physiologiques, et je cherche donc à les combler de la façon la plus simple, parce qu'on parle vraiment de simplicité à ce stade-ci. On n'est pas dans un processus de fignolage ou de raffinement par rapport à ces besoins physiologiques-là. On cherche simplement qu'à les combler. Ensuite, il y a les besoins de la sécurité, qui sont vraiment donc reliés à de quelle façon que je peux me sentir en sécurité. Je suis dans un lieu, par exemple, dans lequel il y a beaucoup de violence, je me sens pas en sécurité. Donc, le besoin fondamental de la sécurité est essentiel pour pouvoir justement me sentir bien, me sentir dans une position d'épanouissement. Ben, j'ai besoin d'une sécurité qui va me permettre, moi, de pouvoir m'épanouir en tant qu'être humain. Le troisième besoin qui concerne vraiment toute la notion du social, c'est-à-dire que j'ai besoin d'avoir des amis, j'ai besoin d'avoir un amoureux, une amoureuse, j'ai besoin de me retrouver dans un regroupement de gens avec lesquels je me sens en appartenance. Alors tout ça va faire évidemment aussi que je vais me sentir donc inclus dans la société, je vais me sentir bien, je vais pouvoir sentir la possibilité de m'épanouir. Cet épanouissement-là va m'amener, en termes d'autres besoins, la reconnaissance, ce besoin de reconnaissance, ma reconnaissance envers moi-même, la reconnaissance que les autres portent vers moi, qui encore là fait partie d'éléments fondamentaux. Puis ensuite, il y a l'autoréalisation, c'est-à-dire cette capacité que j'ai de réaliser qui je suis, de sentir que je suis en plénitude dans l'expression de qui je suis, qui est vraiment le besoin les plus, là on parle vraiment des besoins plus élevés évidemment, mais on comprend évidemment que ces besoins-là que Maslow avait proposés permettent quand même de définir en quelque sorte
ce qu'un être humain qui naît sur Terre, hein, lorsqu'un être humain naît sur Terre, on peut certainement envisager que tous ces besoins-là que j'ai nommés font partie d'une réalité humaine, que tout être humain devrait être en mesure, jusqu'à un certain point évidemment, de pouvoir franchir chacune de ces étapes-là, être capable de pouvoir atteindre ce qu'on pourrait appeler cette fameuse autoréalisation-là. C'est-à-dire que tout être humain devrait pouvoir arriver à s'épanouir dans les meilleures conditions possibles. Alors, ces besoins fondamentaux-là, donc, correspondent à une forme de hiérarchie évolutive. Hein, j'ai besoin de répondre à des besoins physiologiques de départ, ensuite avoir une certaine forme de sécurité, ensuite avoir une certaine forme de liaison sociale avec les gens et qui vont m'amener donc vers cette fameuse reconnaissance que je vais me faire, les gens vont me faire envers moi, et ensuite cette auto-réalisation qui va s'effectuer. Donc, cette hiérarchie évolutive-là met bien en évidence ce qu'on pourrait dire une forme on pourrait parler de la société qui évolue, hein, c'est-à-dire que pour qu'on arrive justement à être capable de répondre aux besoins que Maslow définit, que chaque être humain soit capable d'y répondre, on doit envisager une société capable de nous donner l'opportunité de pouvoir voir un être humain pouvoir s'épanouir dans chacune des sphères que j'ai nommées. Alors, actuellement, dans la société dans laquelle on se trouve, on pourrait dire que certaines personnes peuvent parvenir à répondre à ces besoins-là, à les combler chacun d'eux qu'on a vu, mais d'une façon certainement plus importante. On peut facilement concevoir que l'être humain a, dans le monde entier, des difficultés, tant au niveau des besoins physiologiques, il y a des gens qui ont de la difficulté à se nourrir, il y a des gens qui ont des problèmes de sécurité dans des situations de guerre, des situations de violence extrême qui peuvent exister dans certains pays dans le monde. On peut certainement envisager que dans l'aspect social, on peut concevoir que des gens puissent avoir des difficultés d'isolement, de ne pas avoir d'amis, de ne pas avoir d'amoureux, d'amoureuses, de ne pas être reconnu dans un groupe social, d'être même exclu du groupe social. C'est toujours des choses qui arrivent aussi. La reconnaissance, bien évidemment, on peut très bien ne pas être reconnu, on peut être même exclu, rejeté, jugé, critiqué par des idées qu'on peut amener, etc. Donc aussi, ça fait partie d'une réalité qui existe. Et l'idée de la réalisation, bien évidemment, par le fait que la réalisation, c'est vraiment ce que j'allais exprimer, l'expression la plus élevée de l'être humain, hein, qu'on arrive à se sentir réalisé, qu'on ait pu concevoir, qu'on ait réalisé tout ce qu'on avait à faire dans notre vie. C'est un sentiment de plénitude, de joie qui peut exister. Et ça aussi, évidemment, on comprend que beaucoup d'êtres humains n'y parviennent pas, pour la simple raison que la société, telle qu'elle a été conçue, par l'être humain que nous sommes, n'a pas favorisé le plein épanouissement de l'être humain. On a plutôt cherché à mettre en évidence de quelle façon qu'on pouvait utiliser les ressources humaines pour arriver à des fins qui dépassaient certainement l'humain en question, c'est-à-dire qu'on avait une volonté de voir l'humain en question, un certain nombre d'humains, comme étant des outils nous permettant d'atteindre des buts qui pouvaient être des buts financiers, des buts, etc. C'est là qu'on parle vraiment de toute cette vision de la commercialisation et de l'utilisation des ressources humaines pour pouvoir justement que certaines personnes puissent bénéficier de ces énergies-là qui sont investies pour pouvoir finalement faire des sous, etc. Alors c'est là qu'on amène évidemment cette notion, la notion d'échange chez les êtres humains, puisque évidemment au tout début des temps, l'aspect de la monnaie, hein, de l'économie n'existait pas dans le sens qu'il y avait du troc, il y avait des choses comme ça qui existaient. Et cette notion d'échange, j'aimerais vous en parler de trois types d'échanges que je considère qui sont associés au rapport de force et qui sont importants de comprendre, puisque pour moi, toute l'économie s'est bâtie autour de quelque chose de cet ordre-là. Il y a le premier type d'échange que j'appelle l'échange physique. L'échange physique, finalement, c'est un être humain qui se présente devant un autre être humain. Si cet être humain est plus fort que l'autre, ben, il peut donc le dominer, il peut donc l'intimider, il peut donc lui faire peur, donc il peut donc développer une relation de force de pouvoir envers cette autre personne-là. Et cette relation de pouvoir va faire que celui qui est dominant va pouvoir exiger de l'autre un certain nombre de choses. C'est ce qui va créer une situation, effectivement, où celui qui est dominant, mais par exemple, s'il est dominant envers un regroupement de gens, mais ce dominant-là, par sa puissance physique, va pouvoir dire aux gens, ben voilà, moi ce que je veux de vous, c'est telle chose, telle chose, telle chose, telle chose, telle chose, et je vais donc d'une certaine façon vous imposer hein, quelque part, c'est un certain nombre de choses-là que je vais vous demander d'accomplir. Et puis, en échange, ben, moi, je vais vous apporter telle chose, telle chose, telle chose. Et c'est là, évidemment, qu'on a compris que cette position-là de dominant physique a pu donc être un genre de rapport, un échange injuste, hein, en quelque sorte, puisque celui qui est dominant peut imposer à ceux qui sont dominés un certain nombre de choses, qui va faire qu'inévitablement, ceux qui sont dominés se trouvent être dans une certaine mesure exploités.
Alors évidemment, le dominant qui est plus fort que tous les autres, va se retrouver, il va construire une genre de petite armée, il va construire une espèce de contrôle qui va lui assurer justement qu'il va pouvoir préserver à long terme cette position de domination et cette position de puissance aussi. Alors ça, évidemment, ça a beaucoup existé dans le passé, ce genre de situation-là, mais encore aujourd'hui, si on regarde dans certains pays dans le monde actuellement, on voit bien que cette notion de force physique, hein, la force militaire par exemple, elle est très, très présente. Et évidemment, cette capacité d'intimider, hein, quand on a un sentiment qu'on est plus fort qu'un autre pays d'un point de vue économique, on peut se permettre de lui dire, regarde, si tu acceptes pas telles mes conditions, ben moi, je vais arrêter ça, telle chose, telle chose, telle chose, et ton pays va souffrir parce que l'argent que je t'apportais, que je te donnais, je ne te la donnerai plus, j'irai voir quelqu'un d'autre. Ah oui, c'est cette notion d'intimidation, quelque part, qui entre autres, à mon sens, à moi, a certainement contribué à mettre en place un système économique tel que l'on connaît aujourd'hui. Alors, ça, c'est un des premiers aspects. Le deuxième aspect, qui est un aspect qui est intéressant parce que c'est un aspect qui est subjectif, c'est pour moi les échanges émotionnels. Alors, les échanges émotionnels, c'est donner de la valeur par l'affectif. Le plus bel exemple que je peux donner concernant ce type d'échange-là, c'est la publicité. La publicité a réussi à mettre en évidence des indications, présenter un produit à quelque part qui peut être très simple, mais on est arrivé à lui donner, à ce produit-là très simple, quelque chose d'une touche émotionnelle. Hein, par exemple, ah, mais si vous allez dans tel lieu, vous allez vous faire des amis, par exemple. Alors, c'est complètement, ça donne une valeur affective à aller à ce lieu-là, mais c'est un lieu à quelque part où on va trouver autre chose. Mais on amène un apport imaginaire, un apport créatif, un apport stimulant qui va faire que l'individu va finalement attribuer à un certain produit, par exemple, un certain nombre d'affectifs qui va lui dire, ben, moi j'ai envie d'acheter tel produit plutôt que tel autre parce que celui-là, quelque part, je l'ai connecté avec un plaisir affectif, à quelque chose qui me ramène à une réponse physiologique, à une réponse de sécurité, à une réponse sociale, de reconnaissance, etc. Donc, vous voyez que là, on parle d'un rapport de force qui est plus subtil, puisqu'on arrive justement à vendre l'idée d'un produit qui est mieux qu'un autre, non pas parce qu'il est objectivement mieux qu'un autre, il peut être même moins bien qu'un autre, mais tout simplement parce qu'on a su, par l'affectif, par les émotions, par les sentiments, réussir à à faire en sorte qu'on identifie ce produit-là, quelque chose qui pouvait nous être plus favorable par une touche affective ou émotionnelle ou sensible, etc. Et la publicité le fait très, très bien comme exemple par rapport à ça. Alors, c'est évidemment qu'on comprend ici que ce type de rapport de force qui s'effectue est beaucoup plus subtil puisqu'il n'est pas de front, hein, contrairement à celui qui arrive avec ses gros bras. On comprend que il va manifester sa puissance, sa dominance physique, mais quand on est à l'émotionnel, on est plus dans une relation de manipulation en quelque sorte, où on va plus manipuler d'une certaine façon l'individu pour l'amener à le convaincre que le choix qu'il fait est le choix le meilleur pour lui. Alors, vous voyez que ça, c'est quelque chose qui est un peu différent et c'est certain que la société, telle qu'on l'a conçue, elle fonctionne beaucoup comme ça. Je vais vous donner des exemples, ce ne sont pas d'économie, hein, parce que le sujet de l'économie, j'en ai pas encore beaucoup parlé jusqu'à maintenant, on va y arriver. Mais quand on pense à cette notion, de ce rapport de force émotionnelle, l'économie repose sur, par exemple, si j'ai un produit de qualité, mais que je n'ai pas les moyens de développer une expertise publicitaire, hein, pour arriver à vendre le produit. Quelqu'un d'autre qui aura plus de sous que moi aurait un produit de moins bonne qualité, peut-être même de mauvaise qualité, mais il a les moyens de convaincre les gens que le produit qu'il a est mieux que celui qui est à côté, qui est pourtant supérieur, mais qui n'est malheureusement pas en mesure de faire valoir, de faire connaître comme l'autre. Alors, vous comprendrez ici que là, on aborde vraiment cette notion de la notion de l'économie. L'économie, finalement, l'idée n'est pas de servir l'être humain dans l'économie dans laquelle on est, elle est plutôt de servir justement, euh, de servir des individus qui ont les moyens de nous convaincre de quelque chose. Alors, dans le contexte de l'échange physique, bien évidemment, c'est la puissance physique qui va faire qu'on va avoir les moyens de dominer et de convaincre les gens de suivre un certain chemin, de faire un certain nombre de choses. Dans l'aspect émotionnel, bien évidemment, c'est toute cette argumentation affective, émotionnelle, suggestive, de manipulation qui va faire qu'on va être capable de vendre quelque chose. Et c'est là qu'on commence à déjà poser des questions éthiques concernant l'économie. Parce que si moi je suis capable de vendre un produit et si j'ai même le droit de vendre un produit
simplement en amenant l'aspect affectif, en donnant des suggestions, en inventant quelque part une belle histoire qui va faire que les gens vont s'identifier à mon produit, mais que le produit n'est peut-être pas de qualité euh, réelle, hein, à quelque part, ben, ça nous amène effectivement à nous dire mais vers quel monde on s'en va, hein, vers quel monde on s'en va. Pourquoi je dis ça? Parce que ça veut donc dire que toute personne peut donc produire des produits, des produits à quelque part qui sont même de mauvaise qualité, qui peuvent ne pas servir à l'humanité, mais ces gens-là vont pouvoir s'enrichir parce qu'ils vont être en mesure de vendre ce produit-là et de nous convaincre que c'est un bon produit pour nous en reconnaissant quelque part qu'on a des failles émotionnelles, des failles affectives, et ils vont jouer sur ces failles affectives et émotionnelles pour pouvoir nous faire valoir que le produit est supérieur à un autre produit. Alors, on comprend ici que cette relation, ce rapport de force-là n'amène pas l'élévation vers le haut, tout comme le rapport d'échange physique, hein, c'est des rapports d'intimidation, ce sont des rapports de manipulation, des rapports qui nous ramènent, si on peut dire ça comme ceci, vers une forme de mensonge. Le mensonge, et je suis un individu qui se fait dominer par les émotions ou par la force physique. Le troisième type d'échange dont je vais vous parler, c'est l'échange mental, qui lui va nous amener une argumentation rationnelle, qui va nous faire comprendre par les mots que le choix qu'on devrait faire, c'est celui-ci, c'est celui-là, et on va y aller avec une certaine logique. Maintenant, on sait que la logique aujourd'hui, elle est, c'est particulier quand on parle de cette logique-là, puisque souvent, on va dire, mais vous voyez, la science, par exemple, la science nous dit ceci, donc tel produit et doit être finalement choisi par vous parce que la science dit que c'est le meilleur produit. On sait que la science est en évolution, en progression, elle fait des choses extraordinaires, mais en même temps, on sait qu'on regarde par exemple dans le milieu médical, on regarde dans le milieu pharmacologique, on sait que cette argumentation scientifique, même si elle est très prononcée, elle n'est pas toujours justifiée, elle n'est pas toujours crédible, elle n'est pas toujours valable. C'est alors que cette argumentation rationnelle qui pourrait reposer sur des données scientifiques ou je ne sais quoi, on sait que ça bouge tout ça et que la science, effectivement, évolue depuis le début des temps et que ce qui a été dit hier comme étant juste ne l'est pas aujourd'hui nécessairement. Donc, encore là, ce type d'intervention où on arrive, on fait intervenir le rationnel, peut effectivement aussi nous amener à ce qu'on appellerait la fausseté. La fausseté, c'est se dire, bien, parce que la science le dit, bien, tout le monde doit faire la chose suivante, alors qu'on sait que justement, si on regarde d'un point de vue historique, hein, il y a eu des choix qui ont été faits dans le passé qui n'étaient pas nécessairement les choix les plus justes. Par contre, on arrivait avec des arguments très logiques au nom de la science, au nom de concepts très, très logiques, et finalement, ça s'avérait pas nécessairement juste. Alors, vous voyez que ça aussi, c'est une autre forme d'échange qui sont des rapports de force encore là subtils, puisque là, on parle évidemment de quelqu'un qui va arriver avec, au nom de la science, qui va arriver avec des données scientifiques, des données à quelque part basées sur des recherches, etc. Et on sait malheureusement que ces recherches-là ne sont pas toujours objectives. Hein, là, je fais des exemples caricaturaux pour faire valoir que tout est relatif. Il faut toujours faire attention à nos sources. On sait que des recherches scientifiques, quelquefois, sont payées par des compagnies, effectivement, qui ont l'objectif de vendre un certain produit. Donc, les recherches qui sont faites vont être en quelque sorte biaisées. Alors, je vous donne ces exemples-là pour amener encore une fois l'idée que pour qu'on puisse être capable, nous, en tant qu'êtres humains, de reconnaître cette notion d'échange pour qu'elle soit la plus juste possible, il nous faut nous questionner. On ne peut plus finalement acheter en comptant tout ce qui nous est raconté, tout ce qui nous est dit, puisqu'on voit que la société s'est construite sur ces trois modèles-là, c'est-à-dire le modèle de la dominance physique, hein, c'est-à-dire les lois, hein, la société, le pays, par exemple, dans un pays, il y a des lois. Ces lois-là, quelque part, sont des formes d'intimidation, ce sont des formes de puissance. Et il y a la police qui est là pour nous le rappeler que si on ne fait pas les choses correctement, ben, on va se le faire dire. Donc, il y a cette notion-là hein, qui va être présente. Donc, on va se retrouver dans une position, justement, nous, en tant qu'êtres humains, ben, on doit se conformer aux règles sociales, hein, qui sont donc, si on ne le fait pas, ben, on va payer pour. Hein. Dans l'émotionnel, bien évidemment, toute cette notion de l'affectif joue dans beaucoup, beaucoup de domaines, dans beaucoup de secteurs, où on va beaucoup jouer là-dessus. Et évidemment, au niveau du mental, bien, l'argumentation rationnelle, scientifique, journalistique, etc. Bon, il y a plein d'éléments qui sont là, qui peuvent aussi effectivement nous amener à adopter des points de vue qui sont des points de vue qui vont nous être en quelque sorte imposés par les stimuli qui vont nous être retransmis à travers ces trois voies de communication-là
Donc, ce que je voulais vous amener à travers ces trois modes d'échange, c'est que dans l'économie, on doit se rappeler que l'économie, ben, quelque part, c'est un échange, hein, c'est une situation où moi, je rentre dans un magasin, par exemple, j'achète quelque chose et je donne de l'argent pour acheter ce quelque chose-là. Et donc, un échange. Moi, je prends quelque chose et je donne quelque chose. Et la monnaie, bien évidemment, c'est une valeur qui a été identifiée subjectivement, en fin de compte, par l'être humain, et que pour que tous ensemble, on puisse fonctionner, puis être capable, donc, de finalement faire des échanges justes. Malheureusement, tout ce processus d'échange juste est devenu progressivement injuste parce que, justement, on a accepté l'idée que le dominant, celui à quelque part qui avait cette forme de rapport de force, qu'il pouvait justement donc être reconnu hein, comme étant dans une position d'autorité, quelle qu'elle soit l'autorité en question, ben lui, quelque part, se retrouve dans une position où cette autorité-là qu'il avait, il n'avait pas envie de la perdre, et que pour cette raison-là, ben effectivement, le seul moyen de ne pas la perdre, un des moyens de ne pas la perdre, c'est donc de préserver sa domination, bien sûr, mais aussi d'accumuler la richesse, puisqu'en accumulant la richesse, il augmente son nombre d'avoirs, et en ayant son nombre d'avoirs, il augmente son pouvoir envers les autres. Alors, c'est là qu'on a commencé, évidemment, très naturellement, à développer euh, une société, justement, où les gens qui réussissent sont les gens qui accumulent. Les gens qui accumulent, qui réussissent et qui accumulent encore, qui se retrouvent dans une position où, à quelque part, plus ils accumulent, plus ils ont réussi et que les gens qui, effectivement, qui les regardent sont les dominés, en fait, les gens qui les regardent, se disent, ah ben moi, j'aimerais ça devenir comme eux. Et on développe un modèle de fonctionnement où la réussite va reposer sur ce même principe de profit, hein, d'une société de profit de consommation. C'est-à-dire que plus je fais des profits, plus je peux faire de la consommation, puis plus je consomme, plus je suis important, plus j'ai réussi, plus bon. Vous voyez, c'est toute cette espèce de chaîne de fonctionnement qui nous a amené progressivement, donc, à nous faire oublier quelque part l'essentiel. Puisque l'essentiel, si on revient à ce que la pyramide de Maslow, l'essentiel, c'est que l'être humain a besoin de certain nombre de données, d'informations, besoin de répondre à ses besoins physiologiques, ses besoins de sécurité, ses besoins sociaux, ses besoins de reconnaissance, ses besoins d'autoréalisation, et que tout ça va amener cet être humain-là à retrouver un plus grand équilibre dans sa propre vie, dans plusieurs sphères évolutives. Et que la société telle qu'elle est présentement euh, dans le contexte de l'économie, ne favorise pas cet épanouissement-là. Au contraire, il va plutôt tendre justement à amener un certain nombre de gens qui sont dominants à vouloir accumuler les richesses, à vouloir préserver leur domination et faire en sorte que les gens qui sont plus dominés ben, vont sortir dans une situation où eux vont devoir effectivement se conformer à la position de dominer, tout simplement, et ils ne pourront pas justement accéder à la richesse. Et donc, ils vont observer, ils vont être avides ou ils vont avoir le désir peut-être de pouvoir bénéficier d'une consommation plus importante, hein, de pouvoir consommer davantage, mais ils ne pourront pas y accéder nécessairement. Et c'est là qu'on comprend évidemment que l'être humain va perdre tout doucement son focus, son orientation vers les besoins plus élevés dans les hiérarchies, hein, par exemple de pouvoir se réaliser, qui est un objectif très, très important et qui va faire que l'être humain va souvent négliger cette réalisation-là parce qu'il va se dire, mais le plus important pour moi, c'est de pouvoir justement donc fonctionner à l'intérieur de la société, être capable donc de pouvoir accumuler des biens, de pouvoir consommer justement, de pouvoir finalement jouer le jeu de la société pour parvenir en quelque part à avoir un sentiment de réussite. Mais cette réussite est souvent vide de sens parce qu'elle nous éloigne des fondements essentiels de l'être humain, puisqu'on sait que l'être humain, on est humain. Humain, ça veut dire quoi? Ça veut donc dire qu'on doit avoir une vision d'entraide, une vision de collaboration, d'échange, de partage, de synergie. Et que tout ça, c'est quelque chose qui ne s'est pas construit autour du système économique, puisque le système économique s'est construit autour justement de l'idée qu'il y avait un dominant qui allait chercher à imposer son, ses projets envers d'autres êtres humains pour pouvoir s'enrichir. Alors, c'est tout ça, quelque part, qui a été beaucoup, donc, l'idée de ce système-là et qui a amené, donc, une mauvaise répartition des richesses. On sait que, si on regarde le pourcentage de gens riches dans le monde et ce que ces gens-là, quelque part, produisent comme pollution, on constate qu'il y a des pourcentages très, très élevés. C'est-à-dire qu'il y a peut-être un 10% des gens les plus riches du monde qui vont avoir un pourcentage d'éléments de pollution qui est très, très élevé, qui est peut-être la moitié, je pense que c'est à peu près 50% dans le monde. Donc, vous voyez que quelque part, il y a quelque chose on peut
finalement vivre un certain malaise quand on commence à comprendre justement qu'actuellement on vit dans une société où on parle vraiment ouvertement des ressources naturelles qui sont de plus en plus épuisées, qu'il y a une pollution qu'il faut maintenant apprendre à gérer, et on constate quelque part finalement que ces gens-là qui ont une certaine richesse se retrouvent un peu protégés. Hein, c'est comme eux, comme s'ils n'étaient pas concernés par ça tant que ça, et que les gens qui étaient les plus moins, qui avaient le moins d'argent, la plus grande population, se retrouvaient eux à devoir finalement payer le prix des efforts pour favoriser effectivement une plus grande, une position plus saine par rapport à ces ressources. Ce qui est tout à fait juste, hein, c'est tout à fait bien que tout être humain décide de prendre responsabilité de ce qui se passe et de faire des efforts pour amener un changement. Mais si évidemment on ne demande pas aux gens riches de faire, des efforts de leur côté aussi, il y a quelque chose évidemment qui n'est pas tout à fait adapté ou adéquat par rapport à ça. Donc, par rapport à cette fameuse société de profit de consommation, il y a toute la notion de création de besoins qui est autour de ça. Hein? C'est-à-dire que quand on parle d'une société où on a amené justement des gens à s'enrichir, comment ils ont pu s'enrichir? C'est en créant des besoins qui n'existaient pas, des besoins qui n'étaient pas essentiellement humains, dans le sens qu'on a appris à développer des besoins superflu, je dirais, que ce soit au niveau de plein de domaines, là, que ce soit au niveau des vêtements, même de l'alimentation, on est arrivé à une forme d'abondance extrême. Il ne faut pas se leurrer, cette abondance extrême apparente pour certains pays, comme le Canada par exemple, ou même l'Europe, certains pays d'Europe. Cette abondance apparente, elle existe uniquement parce que dans d'autres pays, il y a une pauvreté apparente aussi. Donc, on comprend ici que c'est là, quelque part, qu'on revient à cette mauvaise répartition des richesses. Il ne s'agit pas uniquement de dire qu'il y a des gens riches et des gens pauvres. On doit comprendre qu'il y a des pays riches et des pays pauvres. Et on doit comprendre qu'au niveau de la géopolitique, c'est déjà très complexe à comprendre, mais on peut poser un regard et cerner justement que les pays qui sont les plus riches ont peut-être pu profiter de certains pays plus pauvres. Alors, toute cette situation-là, finalement, fait en quelque sorte qu'il y a comme un désordre mondial dans la collectivité humaine, puisque des gens, effectivement, qui se retrouvent dans une position où on leur parle donc de consommation, on leur parle de plein de choses, mais qui n'en ont pas tout simplement les moyens d'envisager cette possibilité-là parce qu'ils ne sont pas dans le bon pays, ils ne sont simplement pas dans le bon endroit pour pouvoir arriver à le faire. Donc, il y a toute une souffrance autour de ça qui nous fait oublier effectivement l'essentiel, les besoins essentiels pour fonctionner. C'est peut-être pas d'être dans l'abondance absolue, c'est peut-être simplement d'avoir ce qui est essentiel pour pouvoir bien se nourrir, pour avoir la sécurité, etc. Mais peut-être que l'être humain, en étant complètement aveuglé par toutes ces possibilités-là qui pouvaient exister au niveau de l'accumulation de biens, a perdu à quelque part le sens justement de ce qui est essentiel et des valeurs qui sont justes par rapport à ça aussi. Alors, donc, la création de besoins était un élément très important, c'est qu'on est parvenu à faire croire à l'être humain qui avait besoin d'énormément de choses, et en lui donnant cette impression-là, ben, ça a amené l'être humain à devoir donc accumuler, pourrait-on dire, d'être obligé de dépenser davantage pour pouvoir justement répondre à tous ces besoins-là. Donc, d'une certaine façon, de s'appauvrir, puis d'oublier quelque part les fondements essentiels de l'être humain qu'il est. Et peut-être que pour lui, son besoin fondamental, c'est de s'épanouir. Et l'épanouissement ne passe pas par tous ces produits qui lui sont imposés. Sauf que ces produits qui lui sont imposés sont des produits qui peuvent l'amener à quelque part à se retrouver dans une situation un peu, comme je dirais, du mouton. Le mouton, c'est celui qui suit le chemin. Hein. C'est-à-dire qu'il y a un mouton qui suit un certain chemin que les autres moutons vont adopter. Et cette situation-là peut être effectivement une situation qui peut être tout à fait correcte, hein. Sauf que quelquefois, malheureusement, dans la façon que la société s'est construite, je pense, hein, on est retrouvé, nous, en tant qu'êtres humains, à devoir effectivement suivre ce mode de communication, des modèles économiques plutôt, sans prendre le temps quelque part de questionner est-ce que c'est ce modèle économique-là que moi j'ai envie d'adopter. C'est certain qu'on est sur Terre avec une vision économique qui nous est imposée, puis on doit vivre à l'intérieur de celui-ci. Et beaucoup d'êtres humains, bien évidemment, ne vont pas se poser la question est-ce que c'est le bon système, ils vont simplement l'adopter, puisque c'est celui qui nous est proposé. Mais c'est quand même quelque chose qui est quand même intéressant de réfléchir, puisque ce système économique-là, il repose sur la dépense des ressources, une dépense de ressources qui est totalement incontrôlée. Et on peut le dire aujourd'hui, puisque c'est hors de tout doute que la planète Terre est dans un mauvais état présentement, parce que justement, on a dépensé les ressources de la planète Terre d'une façon contrôlée, sans aucune logique et sans penser surtout au futur, sans tenir compte des générations qui viendront éventuellement.
Donc ça, c'est quand même assez triste d'envisager ça. On doit comprendre aussi que toute la surconsommation des aliments, hein, on a une abondance de viande, par exemple, qui est très, très importante. On mange beaucoup de viande. On a beaucoup de fruits, de légumes qui viennent de tous les pays du monde. C'est une abondance qui est très, très, très extrême. Est-ce qu'on a besoin de tout ça? Je ne le pense pas. Mais évidemment, c'est certain on est devenu, à quelque part, gâté, en quelque sorte, et surgâté par cette extrême richesse bon, la demande, le nombre de besoins qui sont constamment sollicités. Par exemple, je pense au téléphone intelligent, à l'ordinateur, à tous ces trucs-là qui sont toujours en train de bouger, qui sont toujours en train d'évoluer, de toujours progresser, les nouvelles voitures, etc., les voitures électriques qui s'en viennent. C'est toujours une espèce de mode de fonctionnement qui nous oblige constamment à devoir suivre le mouvement. Et ce mouvement-là, c'est quoi? C'est le mouvement d'une course vers quoi? C'est une course vers une forme de consommation continuelle et continuelle. Est-ce que cette consommation-là nous permet d'être plus heureux? C'est une bonne question. Je pense que quelque part, elle nous permet certainement d'être plus agités par les stimuli qui viennent de l'extérieur, qui sont très nombreux. On est constamment stimulé par des demandes extérieures qui nous proposent quelque chose. Et nous, ben, quelque part, on arrive à ne plus se rappeler qui on est, parce qu'on est tellement stimulé par toutes ces choses-là, par toute cette espèce de développement technologique, de toute cette suralimentation qui est présente, on en arrive à ne plus être conscient quelque part que les ressources sont dépensées. Et ça fait longtemps que ces ressources sont dépensées d'une façon trop importante et on n'en est pas vraiment devenu conscient. Et gérer les comptes d'économie, on ne parle pas d'économie juste de monnaie. La monnaie, quelque part, c'est quelque chose qui est inventé par l'être humain. La véritable monnaie, la véritable valeur qui existe sur la planète Terre, c'est les êtres humains qui sont dessus, c'est les animaux qui sont dessus, c'est tous les organismes vivants qui sont dessus et les ressources naturelles. Et si on ne prend pas soin de tout ça, et ça, je pense que je peux vraiment l'affirmer, qu'on ne le prend pas soin de tout ça, on ne prend pas soin de ça, on ne prend pas soin des êtres humains. Il y a des gens qui souffrent dans le monde d'une façon constante et continue. Il y a des animaux qui sont tués d'une façon exagérée. Il y a des races qui disparaissent. Il y a donc des conditions, les ressources sont épuisées, etc. Donc, il y a plein de facteurs qui démontrent que l'être humain est plus intéressé à l'économie, à son portefeuille, qu'à gérer les véritables valeurs. Les véritables valeurs ne sont pas l'argent. L'argent, c'est créé par l'être humain. Les véritables valeurs, c'est les ressources naturelles. C'est les êtres humains. C'est tout ce qui existe sur Terre, qui est vivant. Donc, vous voyez qu'il y a quelque chose là-dedans de malsain dans cette compréhension-là, parce que ça nous éloigne véritablement des véritables valeurs. Les véritables valeurs, c'est l'humain que je suis, qui peut collaborer avec d'autres êtres humains, qui peut donc prendre conscience à quelque part de la valeur des animaux qui sont sur Terre, de la nature, etc., de l'eau. Hein, on n'en assomme pas l'eau du tout. Au Québec, par exemple, il y a énormément d'eau, beaucoup d'eau polluée dans les lacs, etc. Donc, tout ça est étroitement en relation au fait qu'on n'a pas reconnu la valeur, la véritable valeur des choses. Parce que la véritable valeur, c'est là qu'elle se situe. C'est sur la richesse que la planète Terre peut nous apporter et la richesse que les êtres humains peuvent s'apporter mutuellement. Et évidemment, tous les autres règnes, on peut vraiment collaborer et travailler avec eux pour favoriser donc un monde meilleur, un monde dans lequel il y aurait la véritable richesse économique serait reconnue à sa juste valeur. On ne mettrait plus des chiffres virtuels pour donner la valeur à quelque chose, on reconnaîtrait la valeur parce qu'elle est réelle, cette valeur-là. Et ça, je pense quelque chose il va falloir sans doute revenir à cette logique-là pour vraiment être capable de renouer contact avec la dimension humaine qui est en soi. Il y a évidemment donc une production non consciente. La production non consciente, c'est on produit plein de choses qui entraînent plein de polluants sur la planète Terre, etc. Vous voyez, quand je parle de société de profit de consommation, c'est ça que je veux vous dire. Quand on sait qu'il y a des îles de plastique dans la mer, hein, qu'on en trouve dans plusieurs mers, là, des îles de plastique gigantesques, c'est qu'il y a un problème. C'est-à-dire qu'on ne va pas bien gérer cette vision. On a vraiment vu la planète Terre comme un dépotoir, puis on s'est dit, c'est un dépotoir, on va faire le plus d'argent possible. L'argent étant quoi? C'est simplement de l'argent créé par l'être humain, et on va finalement, nous, en tant qu'être humain, dominer la planète Terre, faire un peu ce qu'on veut avec elle, on va l'exploiter au maximum, puis on va avoir l'impression, justement, qu'on va pouvoir faire ce qu'on veut. Mais malheureusement, il y a une réalité, et aujourd'hui, on constate que cette réalité nous a un petit peu rattrapés, puis on est confronté à devoir maintenant poser une réflexion sur qu'est-ce qu'on peut faire pour changer la situation concernant ce qui était fait jusqu'à maintenant par rapport donc à la pollution, par rapport à toutes ces choses-là qui ont été produites par l'économie, par cette volonté de croissance continuellement. Parce que la société de profit et de consommation repose sur le principe de croissance économique. On doit toujours croître. Mais cette croissance-là, quelque part, elle est strictement virtuelle puisqu'elle a été créée par une valeur humaine. Donc, quand on dit une croissance économique, on fait appel justement à l'idée que
la collectivité humaine, disons un pays, va finalement donc produire donc une certaine ressource économique, une certaine dépense, un certain revenu autour donc de ces ressources, par exemple, et qui vont faire que le pays va croître économiquement ou pas. Et tout ça, effectivement, repose quand même sur une monnaie qui a été créée par l'être humain et, encore une fois, en ne reconnaissant pas justement la valeur des choses concrètes et tangibles et mesurables que la planète Terre a en termes de ressources véritables. Donc, on comprend qu'on pourrait dire que l'être humain est un mauvais gestionnaire des véritables ressources. On pourrait dire qu'il est un bon gestionnaire des fausses ressources. Les fausses ressources, mais c'est celles les jeux qui se sont créés pour faire de l'argent, pour se donner l'impression que les êtres humains pouvaient devenir très, très riches et que parce qu'ils étaient très riches, mais ils pouvaient se permettre tout, en fin de compte, et que tout ça, quelque part, nous a éloignés véritablement des fondements de l'être humain, qui est toujours relié à cette entraide dont je vous parlais tantôt. Donc, j'aimerais vous apporter peut-être un peu plus des éléments de solution maintenant par rapport à ce que je voulais vous parler, puisque l'économie de cœur, c'est quoi? C'est une économie qui nous amène à devoir faire un constat qui m'apparaît évident, c'est qu'on a parlé de croissance économique très longtemps, on doit maintenant envisager la décroissance économique. La décroissance économique implique justement qu'on accepte en tant qu'être humain et en tant que collectivité de ralentir justement cette notion de croître, de la croissance, c'est toujours de faire plus de sous finalement. La décroissance économique, c'est d'accepter justement de ne plus être obligé de faire plus de sous. On peut parler de simplicité volontaire dans ce cas-là. Hein, c'est un terme qui a été développé pour bien mettre en évidence cette notion de décroissance économique. La simplicité volontaire, c'est volontairement accepter de moins dépenser de l'argent parce qu'on constate tout simplement qu'il y a plein de choses dont on n'a pas besoin et qu'on a choisi de ne plus être pris dans l'espèce de roue de la consommation. Et on va donc finalement fonctionner de façon euh, plus simple, tout simplement, en allant chercher ce qui nous apparaît essentiel pour fonctionner, puis que tout le reste, on va le laisser de côté parce que ça ne va pas nous apparaître aussi essentiel, aussi fondamental que la société voudrait bien nous le faire croire, par exemple. Alors, vous voyez, c'est ça un peu que la décroissance économique amène. L'avantage de la décroissance économique, c'est qu'elle permet de gérer nos ressources naturelles, puisqu'on comprend quelque part que nos ressources naturelles et même la pollution, tout ça, quelque part, on apprend le réchauffement de la planète et tout ça, on peut apprendre à mieux gérer les ressources, on peut mieux apprendre à gérer également toute cette notion de réchauffement de la planète grâce à ça. Et ça implique évidemment que tous les pays acceptent justement donc de concevoir que cette gestion des ressources naturelles implique justement qu'il y ait donc une décroissance économique, en se rappelant évidemment que cette décroissance économique-là repose sur du pipeau, pourrait-on dire, puisque c'est l'être humain qui a tout construit ça. Donc évidemment, ça nous amène à réfléchir sur une autre vision du monde, bien sûr, puisque c'est plus la vision justement de ce qui a été construit jusqu'à maintenant, de croire que le seul moyen d'exister en tant qu'être humain, c'est de toujours croître, 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 en se rappelant que la croissance dont il est question n'est pas une croissance évolutive, n'est pas une croissance de conscience, n'est pas une croissance personnelle, c'est vraiment plus une croissance économique, donc strictement associée à l'argent, qui a été créé par l'être humain, et cet argent-là, quelque part, repose sur le principe de domination, où des êtres humains vont exploiter d'autres êtres humains. L'exploiter d'autres êtres humains, exploiter des animaux, exploiter la planète Terre, exploiter, exploiter, exploiter. C'est ça qu'il faut se rappeler. Et nous-mêmes, chaque être humain que nous sommes, nous exploitons à quelque part à un degré plus ou moins important parce que nous avons appris ça, parce que nous sommes en transe, nous-mêmes, collective, dans la société. On s'est qu'on fait construire un modèle qu'on a adopté parce qu'on n'avait pas le choix, on n'a rien d'autre à nous proposer, et on a appris donc à fonctionner à l'intérieur de celui-ci. Et je pense qu'aujourd'hui, il est temps, certainement pour nous, de développer une autre réflexion. La décroissance économique, c'est de quelle façon que moi, je peux justement, donc par gérer mes ressources naturelles. Hein. Les ressources naturelles, bon, c'est gérer les éléments polluants, etc., certainement. Développer une plus grande conscience au niveau des aliments, donc de prendre conscience que les aliments, quelque part, bon, il y a des animaux, par exemple, qui sont surexploités. Est-ce que c'est nécessaire de manger tant de viande que ça? Est-ce qu'on peut pas être plus végétarien? Ce sont des questions qu'on peut se poser qui nous amènent vers une autre vision du monde. Est-ce qu'on peut envisager une agriculture plus biologique, plus saine? On sait que dans le monde, il y a des compagnies qui proposent des voies face à l'agriculture qui sont assez questionnables. Je pense à Monsanto, par exemple. Donc, ça, c'est des choses qu'il faut certainement aussi envisager, que dans une décroissance économique, bon, on accepte de passer plus de temps pour faire une agriculture biologique, donc de mettre plus d'énergie pour produire des aliments qui vont être d'une belle qualité, qui n'ont pas plein de pesticides, etc. Donc, ça, c'est comme un autre élément également qu'on doit envisager.
On doit aussi envisager que ça nous donne l'opportunité de donner un sens à notre vie. Cette décroissance économique nous donne plus de temps pour envisager qu'on peut réfléchir sur notre propre vie, réfléchir sur ce qu'on a envie de faire de notre propre vie, de proposer des voies qui ont un sens pour nous, plutôt que d'être dans un travail qu'on n'aime pas et dans lequel on se fait exploiter, mais peut-être de réfléchir sur un travail ou une vision professionnelle qu'on pourrait faire, qui pourrait donner un sens à notre vie et qui pourrait nous donner un sentiment qu'on est en train de faire avancer et faire évoluer la Terre et la conscience humaine, plutôt que d'être dominé et d'être dans un contexte où on se sent complètement diminué parce que justement on a un travail qui nous donne l'impression d'être complètement exploité, par exemple. Alors évidemment, je donne des idées comme ceci, je ne dis pas qu'il faut faire une révolution ou quoi que ce soit, je veux juste vous donner des éléments de réflexion. Je suis conscient que des fois, on ne peut pas changer des choses dans notre vie parce que les circonstances ne nous permettent pas, et je suis en mesure de comprendre parfaitement tout ça. Et je pense que c'est important simplement de voir de quelle façon, qu'à l'état de nos propres moyens, on peut déjà avoir une relation plus saine avec soi, plus saine avec notre entourage, et plus saine avec l'argent aussi, puisque cette notion d'argent, euh, on peut toujours se dire, ben moi, je veux faire beaucoup d'argent, je veux être dans la croissance, je veux être dans la prospérité. Bien sûr, je comprends très bien cette notion de prospérité. Tous les êtres humains veulent une certaine forme de prospérité, je pense. Maintenant, cette prospérité-là, on va la faire à quel prix? Sous quel prix? Est-ce qu'on est prêt, nous, par exemple, à devenir prospère en exploitant d'autres êtres humains? Est-ce qu'on est prêt à être prospère en exploitant des animaux, etc. Alors, c'est tout ça quelque part que la question qui se pose, et je ne suis pas là pour vous donner la réponse, je suis là pour vous l'amener la question et que vous puissiez faire une réflexion de votre côté pour trouver des voies qui pourraient peut-être vous donner justement plus de sens à votre vie et qui pourraient vous amener à envisager quelque part une nouvelle vision de l'économie. On parle de plus en plus de vision plus économique, d'une économie différente, où les villes, par exemple, vont devenir justement plus naturelles, plus vivantes, plus vibrantes, moins des grosses villes polluantes avec plein de béton. On commence à envisager cette vision que pour qu'une économie devienne plus saine, il faut envisager des villes qui sont plus saines, aussi dans lesquelles la nature est plus présente. On peut envisager aussi des villages qui ont une certaine autonomie, qui sont proches de terres agricoles, dans lesquelles les villageois, les gens qui vivent dans ces villages-là deviennent plus autonomes. Alors, vous voyez, ce sont tous des éléments, quelque part, des idées comme ça, qui amènent tout doucement cette vision d'un nouveau monde qui prend forme. Il y a un excellent film, d'ailleurs, qui ça me fait penser à ce film-là, sur ceux qui auraient envie de le visionner, ça en vaut vraiment la peine. Ça s'appelle Demain. Le film, c'est un cinéaste français, c'est un documentaire, mais un documentaire qui n'est pas ennuyant du tout, il est vraiment très stimulant. C'est un monsieur qui a justement eu l'idée de proposer, de faire, de visiter dans le monde des personnes qui arrivaient avec des solutions plutôt que des problèmes. Alors les problèmes, on les connaît tous, j'en ai parlé un certain nombre aujourd'hui, et lui arrive avec plein de solutions, c'est-à-dire des gens qui ont eu des pensées ou des idées de mettre en place des nouveaux projets, des projets évidemment à l'intérieur de structures plus petites, et c'est là qu'on joint cette notion de village. Je pense en tout à un village qui avait développé une monnaie qui fonctionnait, qui avait leur propre autonomie économique autour de cette monnaie-là qui a été construite, et qui répondait donc à des standards qui étaient plus propres à une forme de reconnaissance des ressources qui existaient dans le village et autour, et de permettre donc une meilleure croissance économique plus saine, plus en harmonie avec la réalité des choses. Alors, vous voyez que ça, c'est un exemple que je vous donne. Il y a des gens qui avaient, par exemple, exploité de façon plus efficace des terres d'agriculture, mais biologiques, et on avait trouvé un moyen de les rendre très performantes, aussi performantes même que des terres qui étaient, qui étaient produites d'une façon plus industrielle. Donc, vous voyez, il y a des solutions comme ça qui sont très intéressantes et qui amènent donc cette idée justement qu'on est certainement dans une ère où l'être humain doit envisager un mode de fonctionnement différent. On nous a fait croire jusqu'à maintenant que le seul moyen de faire des sous, c'était d'exploiter d'autres personnes. Alors évidemment, je dis ça d'une façon un peu crue. Hein? Vous allez me dire, oui, mais moi, j'exploite pas personne, etc. Je pense que d'un point de vue collectif, on est tous en train d'exploiter quelqu'un. En tant qu'individu, on exploite certainement des gens à des degrés plus ou moins importants. Et c'est certain que c'est là que notre réflexion doit se faire. C'est-à-dire que l'économie nous a fait comprendre qu'il était normal, par exemple, je vous donne des exemples, dans la publicité, par exemple, il est normal que quelqu'un essaie de nous vendre quelque chose avec des arguments qui sont faux ou avec des arguments qui ne sont pas nécessairement vrais. Et il peut nous faire croire quelque chose, que ce produit est excellent pour la santé, mais finalement, il n'est peut-être pas nécessairement excellent pour la santé, et un jour, on va peut-être le savoir plus tard. Donc, ça nous demande, nous, entre êtres humains, de développer une forme de compréhension des manipulations qui se retrouvent devant nous, c'est-à-dire que les gens, il est normal dans la société actuelle que
on nous vend des choses qui ne sont pas nécessairement les meilleurs produits et on essaie de nous les vendre parce qu'on veut faire de l'argent hein, sur les produits que l'on a. Puis on a peut-être mis moins d'emphase sur la qualité parce qu'on voulait plus faire de profit, mais on va finalement réussir à le vendre parce qu'on va mettre plus d'argent dans la publicité, par exemple. Voyez, c'est là qu'on tombe dans quelque chose de très malaise. Moi, je suis très malaise par rapport à ça parce que je me dis finalement, qu'on est capable de nous vendre du vent et qu'on accepte de se vendre du vent. Le plus bel exemple de ça, c'est la politique aussi. La politique, on se présente aux élections, on nous raconte, on promet plein de choses et quand on est élu, on ne les fait pas, par exemple. Vous voyez, c'est cette notion, finalement, on accepte en tant qu'être humain de reconnaître qu'il est normal que quelqu'un nous vende quelque chose et que ça soit faux et que ça soit tout à fait normal et qu'on n'a rien à dire là-dessus, c'est normal, on a à l'accepter, à l'accueillir, puis à le reconnaître. Et c'est là, quelque part, quelque chose de très incorrect, je dirais, là-dedans. Et c'est là qu'on doit vraiment réfléchir à de quelle façon qu'on peut faire une économie juste. L'économie juste, c'est un rapport où on est capable de reconnaître que oui, on peut se mettre d'accord sur la valeur des choses. Hein, un produit peut avoir une certaine valeur, et cette valeur-là, ben, quelque part, on peut la reconnaître comme, OK, mais moi, je reconnais ta valeur, puis moi, je reconnais que ça peut valoir ça, si tu es d'accord avec moi, oui, puis c'est là qu'on se rapproche du troc, hein, cette notion d'échange juste, où des êtres humains essaient effectivement de s'entraider, et en s'entraidant, ben, quelque part, arrivent à trouver une forme de position, justement, de justesse. Et c'est là, évidemment, que ça nous amène aussi à devoir comprendre que la collectivité, il ne s'agit pas qu'un soit dominant et riche et que d'autres soient pauvres. Il s'agit que tous puissions avoir une certaine forme d'abondance. Et cette abondance-là repose sur une organisation sociale. Tantôt, je parlais des exemples des villages, des petits villages qui développent une certaine forme d'autonomie et dans lesquels des familles peuvent se nourrir de la terre, peuvent finalement fonctionner à l'intérieur de ce village-là parce que chaque personne a un rôle à jouer important puis qui les rend autonomes. Alors, vous voyez que c'est ça, quelque part, sans doute, la nouvelle vision qu'on doit mettre en place, cette vision, justement, où l'être humain commence à devenir conscient qu'il lui faut avoir une vision de collaboration vraiment avec les d'autres êtres humains et d'échange juste pour parvenir effectivement à une situation de croissance économique qui est juste, tout simplement. Il ne s'agit pas de croître dans le sens de toujours faire plus d'argent, mais il s'agit simplement d'être capable de pouvoir fonctionner sur un principe de justesse et d'harmonie et d'équilibre. Et c'est ça que moi, j'avais envie de vous partager. Et comment peut-on arriver à cela? Ben, j'avais envie de vous parler de ce certain nombre de choses, puisque dans la quatrième conférence de cette série de quatre conférences, j'arriverai avec des éléments beaucoup plus concrets au niveau des applications pratiques, comment on peut arriver effectivement à collaborer, à contribuer, à faire un changement significatif dans chacun des secteurs qu'on va avoir vu dans les trois premières conférences. Mais certainement que l'intelligence émotionnelle, hein, on a souvent parlé de l'intelligence, le QI, hein, c'est le quotient intellectuel. On disait qu'un être humain qui est intelligent a un quotient intellectuel très élevé. On découvre aujourd'hui qu'il y a une intelligence émotionnelle. Cette intelligence émotionnelle est une intelligence qui nous ramène au cœur et qui nous fait comprendre que la tête a une importance majeure au niveau de l'analyse, au niveau de la capacité de comprendre, d'analyser les problèmes, mais que le cœur est capable, lui, de regarder un problème et de comprendre les circonstances, les situations qui se présentent autour de soi. C'est pas juste une machine. On est capable de comprendre que telle personne a tel besoin, que telle autre personne a tel autre besoin, et que si nous, on veut demander à ces personnes-là de faire quelque chose, on doit tenir compte de leurs besoins aussi pour parvenir à obtenir les meilleurs résultats. Et c'est là qu'on commence à parler d'intelligence émotionnelle. On aborde l'idée que les patrons, hein, les leaders, les gens qui ont des postes de chef, qui ont une bonne intelligence émotionnelle, sont les chefs les meilleurs, pour la simple raison qu'ils sont capables de stimuler les troupes. Parce qu'ils sont capables de ne pas les exploiter, ils sont capables de ne pas les dominer, ils sont capables justement de reconnaître ce que les autres sont et de leur donner la place qui est juste pour vraiment créer une synergie entre eux et ces personnes-là. Alors, l'intelligence émotionnelle, c'est certainement un élément très important dans cette nouvelle vision de l'économie, puisque l'économie, jusqu'à maintenant, elle reposait sur les chiffres, en analyse intellectuelle, où on oubliait l'humain et on se disait, ben voilà, moi, je vais atteindre tel profit, donc pour atteindre tel profit, il va falloir faire ça, 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 et on le faisait d'une façon déshumanisée. L'intelligence émotionnelle nous ramène l'humain dans la relation, dans l'équation, et ça, je pense que c'est quelque chose de vraiment important. Et la cohérence cardiaque est un autre élément dont je vais vous parler. La cohérence cardiaque, c'est relié donc à l'intelligence émotionnelle, puisque on reconnaît que le cœur est un cerveau, tout comme le cerveau, et qu'il y a donc un lien qui existe entre les deux, hein, il y a des ramifications qui existent entre les deux, et que lorsque le cœur fonctionne bien avec le cerveau, il y a une cohérence cardiaque, justement
dans les analyses qui sont effectuées au niveau des battements cardiaques et tout ça, et que cette cohérence indique justement que l'individu est dans une position d'adaptation face aux événements de la vie, parce que justement, il se retrouve dans une situation, il y a plein de monde qui sont là, et il est dans un état de cohérence cardiaque, donc il est dans une position d'adaptation, de regarder la situation, il est un peu comme un témoin qui est capable de regarder ce qui se passe, qui est capable de regarder les différents problèmes qui sont présents et de comprendre qu'est-ce qui va être fait pour que une solution soit mise en place. Donc, la cohérence cardiaque permet justement de faire face à des problématiques et être capable d'y faire face pour que justement les problèmes soient résolus de la façon la plus sage, la plus juste possible, en tenant compte de tous les intervenants qui sont présents. Donc, la cohérence cardiaque, évidemment, une respiration qui permet de développer la cohérence cardiaque pour ceux qui ne la connaissent pas. Moi, je vous invite simplement si vous avez envie de pratiquer la cohérence cardiaque d'une façon toute simple, simplement de respirer dans votre cœur avec un thème. Par exemple, ça serait un thème, par exemple, face à la prospérité. Vous pouvez faire une méditation sur la prospérité et vous respirez tout simplement dans votre cœur en ayant ce thème de la prospérité. Puis soyez simplement attentif à qu'est-ce qui va se passer, aux images, aux sensations, aux mots qui pourraient se manifester. Vous pourrez être surpris de constater que simplement le fait de respirer dans votre cœur pourrait amener des informations, des réflexions, des pensées que vous n'auriez peut-être pas pu faire sans passer par cet exercice de cohérence cardiaque. Alors, si vous êtes intéressé, je vous invite à l'expérimenter puis me donner des commentaires, évidemment, sous la vidéo. Donc, vous voyez que cette cohérence cardiaque-là, quelque part, nous amène aussi à comprendre qu'il y a une société américaine qui a bien mis en évidence cette notion-là, que si tout le monde se mettait à faire la cohérence cardiaque, mais tout le monde aurait une relation cœur-tête beaucoup plus harmonieuse. On serait moins dans la tête, on serait capable donc de reconnaître qui on est, mais on serait capable de reconnaître ce que les autres sont, on serait capable de tenir compte de leur point de vue, on serait capable de comprendre leur point de vue, on serait capable donc dans une position de détachement envers notre propre identité égoïque, on serait capable donc d'être plus dans la souplesse des événements. Et cette souplesse-là amènerait évidemment une transformation mondiale parce que tous les êtres humains, ayant cette capacité d'être plus détendus, seraient plus capables donc de reconnaître les points de vue différents qui peuvent exister et on pourrait donc favoriser donc une transformation collective de cette façon-là. Donc la cohérence cardiaque amène cette notion aussi de la transformation collective qui est en train de prendre forme selon moi par rapport donc à cette nouvelle vision de l'économie, certainement que l'intelligence émotionnelle, la cohérence cardiaque vont contribuer certainement à amener une nouvelle vision de l'économie qui va être certainement fort intéressante à mettre en place. L'autre élément que je voulais vous apporter, c'est la société. La société maintenant a donc à se créer. C'est une société créative qu'on doit mettre en place et certains, cette société créative-là, évidemment, nous ramène à la mission de vie de chacun. Moi, si je veux amener une communication, une économie de cœur, de quelle façon que moi, en tant qu'individu, je peux faire quelque chose pour amener cette économie de cœur à prendre forme dans ma vie et dans les échanges que je peux avoir avec les autres êtres humains. Alors, c'est une question qui peut être intéressante, hein, comme on peut se poser la question, comment puis-je prospérer en adoptant une position consciente? Une position consciente, c'est comment je peux, par exemple, prospérer financièrement tout en étant dans une position consciente où je ne cherche pas justement à m'endormir dans les transes collectives que l'être humain, que la société nous a imposées à travers cette vision qu'il est normal d'exploiter un autre être humain, par exemple. Moi, je crois que c'est pas normal d'exploiter un autre être humain. Exploiter, ça veut dire quoi? C'est-à-dire consciemment utiliser un être humain pour en tirer profit, consciemment. C'est-à-dire que cet autre être humain-là, quelque part, ben, savoir d'une certaine façon, qu'on en profite de lui, parce que justement, cet être humain-là va accepter donc de travailler pour nous parce qu'il n'a pas le choix. Il n'y a simplement pas le choix. Et que nous, bon, on a toujours le choix de lui dire, regarde, ben, moi, je veux bien que tu travailles pour moi, mais j'ai envie que tu te sentes bien, que j'ai envie que tu aies des bonnes conditions, donc je ne vais pas te donner des conditions dans lesquelles tu vas te sentir vraiment désavantagé ou dans lesquelles je vais me sentir trop avantagé. J'ai envie d'une certaine justesse. J'ai envie de trouver la position juste. Et c'est ça un petit peu que j'avais envie de vous poser comme question en finissant cette conférence-là, c'est de quelle façon que vous pourriez commencer justement à développer cette position de justesse-là. En une position de justesse, évidemment, je suis conscient qu'on ne changera pas le monde demain matin, mais on peut, nous, en tant qu'être humain, réfléchir sur la prospérité. C'est quoi ma prospérité? La prospérité, dans l'idée de la simplicité volontaire, c'est quoi véritablement? C'est quoi dont j'ai besoin véritablement dans ma propre vie pour être bien dans ce qu'on peut appeler une prospérité. Mais une prospérité qui n'est pas programmée par la réussite sociale telle qu'on en a entendu jusqu'à maintenant, mais une prospérité qui répond à quelque chose de plus juste, de plus humain, finalement. Et de quelle façon que je peux développer des relations
professionnelle, économique, en fin de compte, avec des gens autour de moi, de la façon la plus juste, la plus saine possible. Et de quelle façon que moi, je peux mettre en place quelque chose dans cette voie-là, cette direction-là. Alors moi, c'est ça un petit peu que j'avais envie de vous poser comme question. Et évidemment, si il y a des commentaires, des réflexions que vous avez à me donner, bien, faites-le sous la vidéo. Ça me fait plaisir, bien sûr, d'y répondre. Et puis, vous savez évidemment qu'il y aura donc une troisième conférence qui va suivre celle-ci, qui va donc nous aborder l'écologie. Donc, c'est un thème assez important aussi, où on va faire une petite réflexion de la même façon que celle que j'ai fait dans la première conférence et dans celle-ci, dans laquelle on abordera donc ces grands problèmes-là qui se retrouvent là. Et dans la quatrième conférence, comme je l'ai déjà dit, on va aborder vraiment plus les outils qui permettraient d'aller un peu plus loin. Là, je vous donnerai des exemples beaucoup plus approfondis pour qu'à la fin des 4 conférences, ben, on ait une vision où on ait une réflexion et qu'on ait ensuite évidemment une compréhension des moyens qui pourraient nous être utiles pour pouvoir aller plus loin dans la démarche de cette participation vers un monde nouveau que chacun d'entre nous, nous pouvons effectuer. J'espère contribuer un petit peu avec ces conférences à aider chacun à entreprendre une voie nouvelle pour un monde meilleur. Je vous dis à très bientôt pour la troisième conférence.